Bonjour à tous et à toutes, je vous propose de revoir dans cette vidéo tous les éléments indispensables à maîtriser pour réussir l'épreuve externe du CESS Histoire le 17 juin prochain. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le 17 juin prochain, vous allez devoir réaliser une synthèse dans le cadre de l'épreuve externe du CESS Histoire. Et cela demande indéniablement de maîtriser tout un ensemble d'éléments sur le bout des doigts. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous allons évoquer les savoirs essentiels à connaître, la méthodologie pour réaliser une bonne synthèse, mais également tout un ensemble de petits conseils pour réaliser votre synthèse le plus efficacement possible et surtout dans les temps. Si vous souhaitez d'ailleurs passer directement à une de ces parties, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez d'ailleurs également un dossier contenant l'ensemble des savoirs à maîtriser par rapport au sujet de l'épreuve. Un autre dossier se concentrant davantage sur la méthodologie de la synthèse et également une épreuve blanche que j'ai réalisée par rapport au coup d'état des colonels de 1967 avec sa grille d'évaluation et sa correction. Si vous êtes un de mes élèves, vous les avez déjà dans votre cours et je vous conseille de bien les revoir avant l'examen. Si vous n'êtes pas un de mes élèves, n'hésitez pas à les télécharger et à les utiliser. Une petite précaution cependant. Je suis un simple professeur d'histoire, pas un membre du comité de rédaction du CESS. Je n'ai pas la prétention de penser que mon travail est parfait et il ne remplace pas du tout le travail que vous avez fait avec votre propre professeur. Cependant, si cela peut vous aider, tant mieux. Autre chose, si la veille des examens vous entendez parler d'une fuite des épreuves, méfiez-vous-en et vérifiez vos sources. La fausse fuite des épreuves est une blague que l'on nous fait chaque année. Mais avant toute chose, une petite présentation de ce à quoi vous devez vous attendre le 17 juin. Comme c'est le cas maintenant depuis quelques années, vous devrez réaliser une synthèse historique sur la base d'une analyse d'une petite dizaine de documents, voire moins. C'est un exercice fondamental du cours d'histoire que vous réalisez d'ailleurs depuis la 3e, la compétence numéro 3, qui vous évalue aussi bien sur votre capacité à extraire des informations d'un ensemble de documents par rapport à une question de recherche, que votre capacité à les organiser correctement dans un texte de synthèse. Comme chaque année, nous n'en connaissons ni le sujet exact, ni les documents sur lesquels vous allez devoir travailler. Cependant, nous connaissons le thème. Il s'agira d'un sujet qui abordera le coup d'état des colonels de 1967 qui instaura une dictature en Grèce pendant 7 ans. Cette problématique tournera autour des concepts de démocratie, d'autoritarisme et de totalitarisme, ce qui en fait un sujet essentiellement politique. Enfin, dernier point non négligeable, vous disposerez de 100 minutes pour réaliser votre synthèse en analysant l'ensemble des documents. 100 minutes, c'est à peine plus d'1 heure et demie, autant dire un temps très court. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas un nombre de mots déterminé à respecter comme en français, mais que la méthodologie sera fondamentale pour réaliser votre examen dans les temps. Au petit jeu des pronostics, je ne serais pas étonné que notre sujet le 17 juin concerne les relations internationales, et notamment celles concernant le lien entre la Grèce et la Belgique. Dans cette optique, la réaction de la Belgique et des démocraties occidentales à l'égard du coup d'État me paraît assez pertinente. Surtout lorsque l'on sait que ces réactions et ces attitudes furent assez ambiguës parfois, comme ce fut le cas par exemple des États-Unis et de l'OTAN, qui eurent une attitude un petit peu complaisante vis-à-vis de la dictature grecque jusqu'en 1974, dans le cadre de la guerre froide et de l'affrontement indirect avec l'URSS qui autorisait parfois toutes les alliances. Le 17 juin, vous devrez être en mesure de mobiliser tout un ensemble de connaissances relatifs à notre sujet que vous devrez intégrer aussi bien dans votre introduction qu'en plus de vos arguments dans votre développement. Cela signifie que vous devez connaître le coup d'état des colonels de 1967 dans les grandes lignes, ainsi que son contexte historique, celui de la guerre froide, ainsi que les grands concepts qui le définissent. Démocratie, régime autoritaire, régime totalitaire. Je ne vais pas faire un rappel exhaustif de tous les savoirs que vous devez maîtriser pour l'examen. Ce serait beaucoup trop long et je l'ai déjà fait dans le dossier que vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo. Néanmoins, je vais vous expliquer ce qui fait la subtilité de ce sujet et ce que vous devez impérativement connaître pour le comprendre. Premièrement, je vous rappelle qu'un coup d'État est le renversement du pouvoir de manière brutale, généralement par la force armée, et de manière illégale, c'est-à-dire antidémocratique. Cet usage de la force pour prendre le contrôle d'un État est généralement l'apanage des régimes autoritaires,
qui repose sur la concentration des pouvoirs, l'usage de la violence pour le maintenir, la remise en cause des libertés fondamentales des citoyens ainsi que de leur bien-être. C'est ce qui arriva donc le 21 avril 1967 lorsque 3 officiers supérieurs, avec l'appui de l'armée grecque, organisèrent un putsch pour renverser le pouvoir démocratique grec de l'époque et instaurer, comme on l'appelait, la dictature des colonels jusqu'en 1974. Alors pour quel mobile? D'après la junte militaire, l'objectif de cette prise de pouvoir était de rétablir l'ordre dans le pays, après des années de troubles politiques et sociaux dont le gouvernement démocratique était tenu pour responsable. En effet, en 1967, de nombreuses manifestations d'inspiration socialiste ébranlèrent le pays et contribuèrent à renforcer une impression d'instabilité politique dans le pays. Instabilité politique qui fut également renforcée par les nombreux changements de gouvernement qui se succédèrent entre 1965 et 1967 et qui fragilisèrent durablement la démocratie grecque. Mais certaines causes de ce coup d'État étaient bien plus profondes. La première est probablement liée à la guerre civile qui déchira le pays entre 1946 et 1949. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce, tout juste libérée de l'occupation nazie, échappa de justesse au contrôle de l'URSS grâce aux négociations de la conférence de Yalta de février 1945 qui permit à la Grèce de rester dans le giron du bloc de l'Ouest. Cependant, cela n'empêcha pas les nationalistes grecs et les résistants communistes de s'affronter violemment pendant 4 ans, ce qui laissa des séquelles très profondes et des tensions très vives dans la société grecque de l'époque. De plus, il est important de souligner que la Grèce avait des frontières communes avec le bloc de l'Est, et se voulait donc, dans la logique de la guerre froide, comme une barrière contre la poussée communiste et une éventuelle invasion de l'URSS en Europe occidentale. Tout cela contribua donc à renforcer un sentiment de menace de guerre permanente dans le pays, ainsi qu'un profond sentiment anticommuniste, notamment dans les rangs de l'état-major de l'armée grecque. Il ne fut donc pas étonnant d'entendre nos colonels putschistes de 1967 surfer sur la peur du péril rouge et la crainte d'un basculement de la Grèce dans les bras de l'URSS pour justifier leur action autoritaire. Je vous rappelle également qu'en 1967, nous sommes au cœur de la guerre froide, au moment où les tensions sont les plus importantes, 5 ans après la crise des missiles de Cuba. Et donc, la question de la poussée communiste est une menace tout à fait crédible pour un État européen qui partage ses frontières avec le bloc de l'Est. Alors pourquoi ce coup d'État, somme toute assez classique, devrait-il retenir notre attention? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit d'une action visant à supprimer la démocratie et à instaurer un régime autoritaire en Grèce, alors même que la Grèce est un pays membre du bloc de l'Ouest, allié des États-Unis et membre de l'OTAN. Or, ces derniers ont fait de la défense du libéralisme et de la démocratie une priorité absolue, voire même le sens de leur existence dans le cadre de la guerre froide. La situation est d'autant plus paradoxale que le régime des colonels, malgré son caractère dictatorial, a donné très rapidement des garanties à l'Occident pour se présenter comme le meilleur défenseur des intérêts militaires, mais aussi économiques du bloc de l'Ouest, en garantissant, par exemple, des conditions économiques particulièrement favorables pour les multinationales présentes sur le territoire, ou encore en empruntant énormément d'argent aux banques européennes. C'est la raison qui explique que les organisations internationales aient eu autant de difficultés à l'époque pour condamner officiellement ce régime, voire auraient fait preuve d'une certaine complaisance à l'égard du coup d'État et de la dictature grecque. Un dernier point enfin sur la nature du régime imposé en 1967 par le coup d'État des colonels. Il est indéniable que les intentions des officiers putschistes étaient d'imposer en Grèce un État autoritaire. Cela s'est exprimé dès le 21 avril 1967 par l'instauration de la loi martiale sur tout le territoire, par la suppression des libertés fondamentales de tous les citoyens grecs et par l'emprisonnement des opposants et de tout suspect d'opposition au régime. La junte militaire imposa même à la population grecque des obligations en matière de mode et de coutumes, comme l'obligation d'assister à certains événements religieux, la réglementation de la taille des cheveux ou encore l'interdiction de la mini-jupe. Mais cette dérive à tendance totalitaire n'en faisait pas pour autant un régime réellement totalitaire. Déjà parce que la dictature grecque n'en adopta pas les pratiques, comme le culte du chef ou le contrôle strict de la vie privée des habitants. Mais également parce que la dictature ne reposait pas sur une idéologie officielle qui en aurait été le ciment,
comme ça peut être le cas encore aujourd'hui en Corée du Nord par exemple. Maintenant que nous nous sommes intéressés au fond de l'examen, nous allons nous pencher sur la forme. Comment réaliser une bonne synthèse selon les critères de l'épreuve externe et idéalement la terminer dans les temps. La méthodologie que je vais vous proposer ici n'est probablement pas la meilleure et sûrement pas la seule. Il y a d'autres manières de réaliser une synthèse. Tout dépend du niveau d'exigence et de la particularité de votre professeur. Et toutes ces méthodes se valent. Cependant, les conseils que je vais vous proposer ici sont basés sur les exigences de la grille d'évaluation de l'épreuve externe du CESS Histoire et sont donc à même de vous rapporter un maximum de points le jour de l'épreuve, ce qui est quand même l'objectif principal le jour de l'examen. Alors la méthodologie que je vais vous présenter aujourd'hui se base sur un dossier que j'ai réalisé sur la synthèse du CESS Histoire. C'est un dossier que vous pouvez retrouver en téléchargement en lien de cette vidéo ou directement sur mon site internet histoiresarrasin.com. Alors avant de revenir dans le détail, quelques grands principes de base pour expliquer ce que c'est une synthèse. Comme vous le savez probablement, la synthèse est donc composée de 3 parties. L'introduction qui doit présenter la question de recherche et le contexte historique, c'est très important, on va y revenir tout à l'heure. Le développement qui, lui, et lui seul, répond à la question de recherche en se basant sur l'analyse des documents et sur les informations issues de cette analyse. Et enfin, une conclusion qui va faire le résumé des grandes idées du développement. Alors, il est évident que ces 3 parties sont interconnectées et c'est l'association des 3 qui structure et qui définit votre synthèse. Alors, quelques petits conseils avant de commencer l'analyse. Ça peut paraître idiot en réto aujourd'hui, mais assurez-vous tout de même d'avoir bien compris la question de recherche avant de vous lancer dans la tâche. En effet, le hors-sujet est probablement l'erreur la plus redoutable pour ce type d'exercice, puisque si vous comprenez mal la question de recherche et que vous répondez à côté, il y a de fortes chances que votre note soit sérieusement revue à la baisse. Voilà, comme vous avez l'habitude, vous savez qu'une question de recherche contient un thème, une date et un lieu. Assurez-vous de bien les comprendre, de bien les lire et de bien les repérer. Ensuite, je vous conseille de manière générale d'éviter d'analyser un document sur une seule lecture. En effet, notre cerveau n'est pas capable, ou en tout cas est difficilement capable de comprendre l'ensemble des détails et de la subtilité d'un document complexe en une seule lecture. La première lecture et la première étape, en général, permet de comprendre le sens général d'un document et d'en dégager d'ailleurs les termes inconnus. Le jour de l'épreuve externe, vous aurez droit à un dictionnaire sans nom propre, ou bien vous aurez votre professeur à disposition. N'hésitez pas à lui poser la question pour connaître les termes que vous ne connaissez pas. Et c'est très important puisqu'en histoire, c'est justement dans ces termes complexes que souvent se cache la bonne réponse. Ensuite, la deuxième étape, ce que je vous conseille, c'est de relire le document ou d'en reprendre connaissance afin, cette fois, d'en relever les idées principales qui se cachent justement dans ces détails. C'est le moment d'ailleurs que l'on utilise généralement pour surligner les informations importantes dans un texte. Et enfin, la troisième étape, je vous conseille de réécrire au brouillon l'interprétation des informations des documents. C'est-à-dire de réécrire les arguments avec vos propres mots. Pourquoi ? Pour éviter de plagier ou de recopier tel quel les documents, puisque le jour de l'épreuve externe, tout élément qui sera composé de copier-coller ne sera pas pris en compte, donc sera considéré comme une mauvaise réponse. D'accord ? Donc il est très important que vous interprétiez les informations avec vos propres mots. Quitte à ce que votre interprétation soit maladroite, mieux vaut qu'elle soit maladroite que ça soit recopié tel quel du document. Voilà. Alors, comme vous le voyez sur le document, j'insiste, il ne doit n'y avoir rien d'autre sur votre brouillon que ces informations réinterprétées document par document. Pourquoi ? Parce que cette étape va déjà vous prendre énormément de temps. Et si vous avez l'habitude d'écrire votre synthèse au brouillon et au crayon généralement dans un premier jet pour ensuite la réécrire au propre, sachez que cette méthode ne fonctionnera pas le jour de l'épreuve externe. Vous n'aurez jamais le temps en 100 minutes de recopier votre synthèse.
Et techniquement, les professeurs ne sont pas autorisés à récupérer les brouillons, d'accord? Donc il est très important que le brouillon contienne seulement l'interprétation des informations des documents, et vous allez voir, ça vous sera très utile par la suite, et rien d'autre. Cela signifie quoi? Eh bien cela signifie que votre introduction et votre conclusion doivent être écrites dès le premier jet. Alors cette introduction, justement, vous allez voir qu'elle est très importante et qu'une introduction bien soignée est souvent le premier pas vers la réussite, et même un très grand pas vers la réussite. Alors premier conseil, je vous conseille d'éviter de commencer votre synthèse par des références personnelles et un petit peu plates, comme dans cette synthèse nous allons voir le coup d'État des colonels, ou dans le cadre du cours d'histoire nous avons étudié que, etc. etc. Voilà. C'est le genre de démarrage que l'on rencontre assez régulièrement en début de secondaire. Voilà. En réto, faites l'effort d'être un petit peu plus créatif, d'être un petit peu plus littéraire. Ça ne vous fera pas perdre des points, mais pour le correcteur, ça le mettra dans des dispositions relativement désagréables. Donc voilà, si vous êtes un petit peu créatif, vous mettrez votre correcteur dans de bonnes dispositions de correction, et c'est pas plus mal si vous voulez capter sa bienveillance. Alors, un élément bien plus important, par contre, eh bien, c'est la présentation du contexte historique. Vous l'avez vu il y a quelques minutes, l'introduction doit avant tout présenter le contexte historique, c'est-à-dire qu'elle doit expliquer les grands concepts et les grandes dates et les grands événements qui entourent votre question, dans l'idée que la personne qui va lire votre synthèse eh bien, puisse comprendre votre développement et votre réflexion. Ayez à l'idée que votre correcteur ne sera pas votre professeur. Ayez à l'idée que la personne qui va lire votre synthèse ne connaît rien à propos du coup d'État des colonels de 1967. Et il est ainsi donc particulièrement important de lui présenter les bases pour qu'elle puisse comprendre ça. En gros, dites-vous que vous allez écrire un article historique dans un journal et non pas une synthèse, et que vous devez donc orienter vos lecteurs. Alors pour présenter ce contexte, eh bien c'est très simple, il suffit tout simplement de recracher le savoir que vous aurez appris avant de venir à cet examen. Ce savoir, il est nombreux, hein, vous le savez, vous pouvez parler du coup d'État des colonels en tant que tel, mais vous pouvez parler du contexte plus large, comme celui de la guerre froide par exemple, voire de la construction européenne, si la question de recherche évoque la CEE par exemple, la Communauté économique européenne. Bref, en fonction de votre question de recherche et des grands concepts qui seront mobilisés dans votre question de recherche, eh bien vous devrez mobiliser un certain nombre de savoirs. En général, l'épreuve vous en demande 3, et de les développer de manière précise. Alors, si le jour de l'épreuve vous avez un blanc, vous ne savez pas quoi dire, eh bien je vous conseille d'apprendre cette petite formule. Qui, quoi, quand, où. Qui, quoi, quand, où, eh bien c'est une petite formule qui vous permettra d'aller gratter dans votre mémoire les éléments de savoir qui vous permettront d'enrichir votre introduction. Maintenant voilà, si vous connaissez bien votre cours, en général on en a beaucoup plus à dire que moins. Une autre idée aussi pour remplir cette introduction, c'est d'expliquer les concepts clés qui apparaîtront dans votre question de recherche. Ça peut être démocratie, régime autoritaire, nous l'avons vu au début de cette vidéo. Ça peut être coup d'État également. Imaginez par exemple que notre sujet évoque les mouvements migratoires en Belgique issus du coup d'État. Eh bien, vous pouvez expliquer aussi ce que c'est une migration. Bref, vous pouvez expliquer ces concepts clés. C'est considéré comme du savoir conceptuel au même niveau que le savoir contextuel. Donc voilà, votre introduction devra contenir normalement 3 éléments de savoir précis. N'hésitez pas. Et vous l'avez bien compris, il faudra donc étudier un petit peu votre cours et notamment le dossier que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous voulez plus d'éléments pour cela. Alors enfin, ensuite, après avoir expliqué le contexte historique, vous devez écrire et présenter la question de recherche. Je vous conseille très honnêtement de l'indiquer telle qu'elle dans votre introduction, c'est-à-dire de la recopier telle qu'elle. C'est la seule chose que vous avez le droit de plagier. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la grille d'évaluation de l'épreuve externe ne l'autorise, ne vous demandera pas, sauf
retournement surprenant, mais la grille d'évaluation ne vous demandera pas de la réinterpréter. C'est pour ça que je vous invite à la réécrire telle quelle, au moins vous serez certain et certaine qu'elle est bien présente et qu'elle est présente de manière correcte dans votre introduction. Et enfin, je vous conseille, même si il ne devrait pas y avoir de points par rapport à ça, je vous conseille de faire une annonce du plan, c'est-à-dire de terminer votre introduction en présentant l'organisation des informations que vous avez trouvées, c'est-à-dire votre plan, comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous. Dans une première partie, nous étudierons que, ensuite nous verrons que, etc., etc. Pourquoi une annonce du plan? Eh bien, tout simplement parce qu'elle permettra à votre correcteur de comprendre l'organisation des informations plutôt que de devoir le deviner. Et si votre intention est d'être compris et que votre logique soit comprise, eh bien je vous conseille de l'écrire noir sur blanc, tout simplement. Et voilà, de manière générale, sachez faire preuve de bon sens, d'organisation et de rigueur. Vous savez que ce sont les maîtres mots d'une synthèse et même d'un travail historique de manière générale. Alors ensuite, le développement. En ce qui concerne le plan, justement, eh bien, ce plan peut varier en fonction de la nature de votre question de recherche. Et la chose la plus importante qui vous sera demandée le jour de l'épreuve externe, c'est que ce plan soit logique et cohérent. Il peut être organisé en 2, 3, 4 parties, peu importe, le tout c'est qu'il soit logique et cohérent et qui se base du coup, vous l'aurez compris, sur un regroupement d'informations. Ce regroupement d'informations, généralement en histoire, suit 3 types de logique. La logique la plus commune est la logique thématique, c'est-à-dire la logique qui est organisée par thèmes différents. Par exemple, si vous devez étudier un certain nombre de causes d'un événement, vous pouvez, par exemple, organiser vos arguments selon les causes économiques, politiques et culturelles, par exemple. Mais le regroupement peut être chronologique si vous devez, si la question de recherche s'intéresse au déroulé d'un événement, voire géographique, si cela concerne plusieurs pays. Il n'y a pas de règles préétablies, le tout, comme je le dis et comme je l'ai déjà répété, le tout c'est que ce regroupement est une certaine forme de logique. Et si vous l'annoncez dans votre annonce du plan, eh bien, il y a de fortes chances que votre correcteur en comprenne le sens. Alors, comment savoir si votre plan est bon? Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Déjà, eh bien, si vous avez fait votre brouillon correctement, comme je vous l'ai conseillé il y a quelques minutes, il sera beaucoup plus facile d'organiser vos regroupements par thème. Ainsi, vous aurez 2, 3 ou 4 ensembles de documents, et si il vous reste des documents sur le côté à la fin de votre travail, eh bien, ça veut dire qu'il y a un petit souci dans votre regroupement. Techniquement, tous vos arguments doivent trouver une place dans chaque partie. Ensuite, évidemment, chaque partie répond plus ou moins dépendamment à la question de recherche. Que votre plan soit binaire, c'est-à-dire oui ou non, ou que votre plan soit organisé sous la forme thèse, antithèse, synthèse. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence de taille particulièrement excessive entre vos différentes parties. Alors ça, c'est quelque chose que l'on voit généralement qu'à la fin de la rédaction, mais si vous avez une partie qui fait 3 demi-pages et 3 pages et une partie qui fait 3 lignes, évidemment c'est qu'il y a un petit souci, si vous n'avez pas manqué de temps pour l'écrire en tout cas. Donc voilà. Et enfin, et ça c'est quelque chose de très important, vous n'êtes pas censé vous répéter dans votre argumentation, c'est-à-dire qu'un argument qui a été écrit doit être utilisé qu'une seule fois. Si vous ressentez le besoin de répéter plusieurs fois votre argument dans différentes parties, c'est qu'il y a un souci en général. Enfin, le contenu. Quelques conseils à avoir à l'esprit lors de la rédaction du développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si votre rédaction votre préparation brouillon a été faite correctement, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile ensuite pour rédiger, puisque vu que vous aurez déjà interprété les arguments avec vos propres mots, il suffira tout simplement de les relier par des mots liens, de les connecter et donc de réécrire ce que vous avez mis. C'est d'autant plus important que sur les 100 minutes, votre énergie sera particulièrement mobilisée en première partie d'examen, que vous serez motivé et en forme, et que la charge cognitive que l'examen va vous imposer va faire que naturellement vous allez vous fatiguer au fur et à mesure de l'épreuve.
Sauf que c'est justement à la fin de ces 100 minutes, dans les 20-30 dernières minutes, que vous allez faire la rédaction. Au moment où vous êtes censé être un petit peu plus fatigué qu'au début. C'est pour ça que si vous faites une bonne préparation brouillon, vous éviterez que cette fatigue vous embrouille dans votre rédaction. Ensuite, veillez à ce que tous les documents aient été utilisés au moins une fois dans l'argumentation. C'est très important, j'insiste là-dessus, tous les documents seront pertinents le jour de l'épreuve externe. Vous en aurez entre 8 et 12, plutôt 8 que 12 d'ailleurs probablement, et tous ces documents doivent être utilisés. Si à la fin de votre analyse, vous avez mis un document de côté parce que vous ne le comprenez pas, par exemple, sachez qu'il y aura une partie des arguments qui va vous passer sous le nez, du coup. Donc ça, c'est très important, utilisez tous les documents. Ensuite, je l'ai déjà dit, rédigez votre argumentation avec vos propres mots, c'est très important, d'autant plus que le plagiat n'est pas comptabilisé comme une réponse le jour de l'épreuve externe. Et enfin, quel est le secret d'une bonne argumentation? C'est la précision. Il faut toujours faire preuve de développement dans son argumentation, être précis, de faire en sorte que le fond de votre pensée soit comprise. C'est quelque chose que je dis régulièrement à mes élèves. Ça peut paraître étonnant, mais ça les aide énormément. Pensez que votre professeur est un idiot et qu'il faut tout lui expliquer, ou en tout cas que la personne qui va vous lire n'y connaît rien, qu'il faut tout lui expliquer. Ça peut paraître étrange, mais au moins ça vous poussera à toujours être précis et précise dans votre argumentation, tout en respectant évidemment le temps imparti, puisque je vous rappelle que ça sera une véritable course de fond. Ensuite, toujours dans cette idée-là, évitez de faire des digressions en dehors du sujet, c'est-à-dire de commencer à parler de choses qui seraient hors sujet. Non seulement ça ne vous donnera pas de points si vous êtes hors sujet, mais en plus ça vous fera perdre du temps. Un autre élément particulièrement important et qui est régulièrement oublié dans les synthèses, n'oubliez pas de mentionner le numéro des documents. A priori, l'épreuve externe ne vous demandera pas de citer des exemples, mais par contre, elle vous demandera de citer le numéro du document dans lequel vous avez trouvé l'information. Vous pouvez le faire de manière très simple, par exemple, écrire entre parenthèses document 1 ou document 2 juste après votre argument, ou le faire de manière un petit peu plus littéraire en l'intégrant directement dans votre phrase. Dans le document 1, nous pouvons constater que ceci, etc. Mais voilà, mettez toujours le numéro du document. Les années précédentes, sur 100 points, une bonne numérotation des documents valait 6 points. Donc ça équivaut quand même à des points faciles à gagner dont il serait dommage de se passer. Ensuite, restez objectif. Un travail scientifique est un travail neutre. Vous ne perdrez pas de points par rapport à ça, mais un travail neutre sera lu de manière comme un travail beaucoup plus crédible. Et enfin, un dernier point qui est très important, c'est celui des savoirs. Plus les années avancent et plus la grille d'évaluation réclame à l'élève d'utiliser ses propres savoirs. Comme je vous l'ai dit en début d'introduction, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, non seulement vous devrez utiliser ces savoirs dans votre introduction, comme vous le savez, mais en plus vous devrez en rajouter dans votre développement. 2 ou 3, ça dépend des années. C'est-à-dire que vous devrez utiliser vos connaissances pour expliquer des arguments qui sont dans votre synthèse. Par exemple, si vous avez un argument qui concerne de près ou de loin la guerre froide par rapport au coup d'état des colonels, si par exemple vous devez parler de l'engagement de la dictature grecque dans la lutte contre le communisme, vous pouvez en profiter par exemple pour expliquer ce que c'est la guerre froide, dire qu'elle a commencé en 1947 et qu'elle s'est arrêtée en 1991 avec l'effondrement du bloc soviétique. Ça, c'est considéré comme un élément de savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à les utiliser et surtout n'oubliez pas parce que ça aussi, ça peut vous rapporter pas mal de points. Alors, on vous demandera également de confronter vos arguments. Et ça, c'est la grande particularité de la synthèse en réto par rapport aux années précédentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire confronter les arguments? Ça veut dire que vous allez devoir mettre en valeur des liens qui existent entre différents documents, que vous devrez montrer au correcteur que vous êtes capable de faire des ponts entre les documents et non pas juste analyser les documents les uns à la suite des autres. Alors, il y a 2 types de confrontation. Le premier type de confrontation s'appelle le recoupement. Le recoupement, ça signifie qu'un argument est confirmé par un autre argument dans un autre document.
Par exemple, je vous en ai donné un exemple ici. Pendant la guerre froide, les pays du tiers-monde se caractérisaient par leur mauvaise santé économique. En effet, dans la plupart de ces pays, certaines populations vivaient dans des conditions de vie insalubres, sans sécurité foncière ni accès à l'eau. Imaginez que la première partie de phrase est un argument du document 1, la deuxième partie de phrase est un argument du document 2, et bien le mot lien, en effet, permet de faire un recoupement. A l'inverse, quand vous avez deux arguments qui se contredisent, on appelle ça une nuance, ou il y a quelques années, une confrontation, mais l'année dernière, l'épreuve externe a parlé de confrontation en confondant confrontation et recoupement. Donc il faut se méfier de ce terme-là. Mais la nuance, c'est tout simplement le fait de relativiser, voire de contredire un argument, c'est-à-dire, comme vous le voyez ici dans l'exemple, pendant la guerre froide, les pays du tiers-monde se caractérisaient par leur mauvaise santé économique. Cependant, à partir des années 70, les pays émergents comme la Chine et l'Inde devinrent des puissances économiques d'importance grâce à leur main-d'œuvre abondante et bon marché. Là encore, vous pouvez le voir, le mot « cependant » permet d'accentuer la nuance, permet d'accentuer la contradiction. Voilà. À moins que l'épreuve externe ait changé son fusil d'épaule, le jour de l'examen, on vous demandera à plusieurs reprises de nuancer ou de recouper vos arguments, voire les deux, en fonction de ce qui vous sera demandé. Donc faites bien attention à ça, parce que ce sont en plus des arguments qui, au niveau des points, comptent double en général. Et enfin, pour terminer avec le développement, on va parler de la forme. Alors, la forme, question forme, vous n'êtes pas obligé d'écrire des titres. Ça va vous faire perdre du temps et normalement, si votre argumentation est bien faite et que votre plan est annoncé à la fin de votre introduction, ça sera absolument inutile. Par contre, les mots liens vous seront particulièrement utiles. C'est-à-dire, premièrement, ensuite, enfin, vous les connaissez depuis bien longtemps. Je vous conseille également d'aérer votre rédaction, de faire une marge, des alinéas, un saut de ligne, un espace entre les lignes, etc. Des petits livrets vous seront fournis dans lesquels vous devrez directement écrire votre rédaction et ça vous y aidera, mais voilà. Je vous invite à vraiment faire attention à ça, à avoir une écriture lisible notamment. Pensez à votre correcteur, ménagez-le, il aura très peu de temps pour corriger votre synthèse, ça ne sera pas un très bon moment pour lui, donc si vous êtes agréable à lire, eh bien vous le mettrez dans les meilleures conditions possibles. Et un correcteur dans de bonnes conditions, c'est un corrigé qui peut bénéficier de retombées plutôt intéressantes. Donc voilà, même chose avec l'orthographe, faites attention à ça, il y a une copie soignée avec une bonne orthographe, c'est plutôt recommandé de manière générale. Et enfin, donc, la conclusion. Alors, la conclusion, elle a une fonction très simple, elle répond à la question de recherche en faisant le résumé de votre développement, tout simplement. En le résumé des grandes informations de votre développement, nuances comprises. Si votre argumentation est nuancée, il faut faire apparaître cette nuance dans votre conclusion. Et ça, c'est très important. Alors, évidemment, un exercice comme ça est particulièrement délicat et demande un certain équilibre. Le risque, et c'est l'erreur la plus fréquente, c'est de réaliser une conclusion trop courte, c'est-à-dire une conclusion qui ne va pas apporter de réponse à la question de recherche ou qui va ne mentionner que la moitié des grandes idées du développement. C'est le genre de conclusion que l'on a tendance à faire quand on manque de temps, en général. A l'inverse, une conclusion beaucoup trop longue serait une conclusion qui réécrirait le développement et qui serait aussi longue que le développement. Alors, ça, a priori, ça ne vous ferait perdre un petit peu moins de points, mais par contre, ça va vous faire perdre énormément de temps, et ça serait un petit peu dommage, puisque justement, le temps est précieux le jour de l'épreuve externe. Et donc enfin, vous pouvez voir qu'une conclusion donc équilibrée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une conclusion qui synthétise les grandes idées du développement et qui apporte une réponse à tous les aspects de la question de recherche. Enfin, un dernier conseil avant de terminer. Vous l'aurez compris, l'épreuve externe en histoire est une course, et ce n'est pas un marathon. Il va vous falloir être rapide, mais précis, être synthétique et en même temps détaillé dans votre argumentation, écrire vite et en même temps être lisible et soigner votre orthographe.
Alors je ne dis pas que vous n'aurez pas mal au poignet le 17 juin à 11 h, mais si vous respectez scrupuleusement la méthodologie et que vous êtes très organisé, vous terminerez votre examen dans les temps. Mais voilà, imaginez qu'il ne vous reste que 10 minutes à votre examen et que vous n'êtes même pas à la moitié de votre développement. Que faire? Si vous êtes absolument certain ou certaine de ne pas pouvoir terminer votre examen dans les temps à l'approche de la fin, alors je vous conseille ceci. D'abord, abandonnez la rédaction de votre développement en mode texte suivi. Ensuite, écrivez le reste de vos arguments présents sur votre brouillon tel quel. Certes, vous perdrez des points dans l'organisation de votre argumentation et dans la précision de vos réponses, mais vous sauverez l'essentiel en faisant en sorte que vos arguments apparaissent au moins et même partiellement dans votre copie. Enfin, il vous restera un petit peu de temps pour écrire et soigner votre conclusion qui, je vous le rappelle, est passée cette année de 10 à 15 points sur 100 et qui sera donc beaucoup plus exigeante cette année. Et pour ceux qui ne sont pas trop copains ou copines avec l'orthographe, une bonne nouvelle, l'évaluation de l'orthographe et du soin passe cette année de 10 à 5 points sur 100. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage à tous et à toutes pour cet examen, que ce soit mes brillants élèves de l'Athénée Royal d'Ath ou que ce soit tous les autres. N'oubliez pas de faire preuve de rigueur et de précision le 17 juin, d'arriver à l'examen avec un solide bagage de connaissances sur le sujet et sur le contexte historique de cette époque, mais aussi d'arriver en forme et le ventre plein pour tenir la distance d'une épreuve qui sera physiquement assez intense. Et enfin, dites-vous que d'autres sont passés avant vous, ni plus ni moins intelligents que vous, et ont réussi cette épreuve externe dans de très belles proportions. Bref, croyez en vous et bon examen. Quand la guérilla s'accroît pour devenir ton quotidien, et que tu te rends compte que le monde n'est peuplé que de comédiens, tu continues de croire que la guerre s'arrêtera, tu continues de croire en la gloire de demain. Ils n'ont tous qu'une seule envie, c'est d'être victorieux, ont le cœur débordant d'un caractère acrimonieux. Tu continues de croire que la guerre s'arrêtera, tu continues de croire en la gloire de demain.